Quand j'entends le président Trump qui dit qu'il veut faire une réserve de sécurité de Bitcoin ou de crypto-actifs, ça donne un peu l'idée qu'investir dans les Bitcoins, c'est une façon de vous protéger contre les crises. Personnellement, j'y crois pas. Économiste de renom et professeur de finance à l'Université McGill, Benjamin Croix-Tauroux aide des milliers de personnes à déchiffrer le monde complexe de la finance personnelle. Payez 2% de votre argent en frais par an. À long terme, vous pouvez tout à fait diviser votre patrimoine par 2. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la situation suivante, qui ont vu les prix de l'immobilier flamber et qui sont probablement dans un état de panique, qui se disent « Mon Dieu, je vais probablement jamais réussir à acheter, je vais devoir louer toute ma vie ». C'est tout à fait plausible que si vous prenez ces 1 000 $ tous les mois, que vous les investissez à long terme, vous vous retrouviez dans une meilleure situation financière si vous avez loué toute votre vie. Avoir une hypothèque et la rembourser tous les mois, c'est quand même une bonne façon de vous forcer à économiser. C'est-à-dire ? Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup de te joindre à nous sur la chaîne Dirigeants et Stratèges. C'est un plaisir. Merci. En fait, on voudrait parler spécifiquement de ce cours dont tu es le directeur, le cours McGill Personal Finance Essential, dans lequel on a tout un panel de connaissances sur les finances, spécifiquement en Amérique du Nord. Mais la première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enseigner les finances personnelles aujourd'hui dans une université comme McGill? Simplement parce que si on regarde la situation des gens, il y a quand même beaucoup de données qui montrent qu'il y a beaucoup de problèmes financiers qui pourraient être évités. Okay. Puis d'autre part, quand on demande aux gens quelle est la première source de stress, souvent ils nous disent les finances. Okay. Parfois même devant les relations personnelles, mariage, divorce, etc., les problèmes de santé. Et ce qu'on pense, c'est que, et c'est pratiquement une évidence quand on fait un tout petit peu de mathématiques financières, il y a des gros problèmes financiers qui pourraient être évités avec des principes relativement simples. Ok. Et du coup, c'est quoi ces principes? Quels sont les principes majeurs qu'il faudrait pouvoir maîtriser pour s'assurer de ne pas tomber dans une situation... Alors, il y a beaucoup. Alors, avant de commencer, je veux quand même dire que je pense qu'on peut éviter beaucoup de problèmes financiers en apprenant aux gens à éviter les erreurs qui viennent naturellement, mais je veux pas culpabiliser les gens. D'accord. On peut éviter beaucoup de problèmes comme ça. Malheureusement, on fait pas de miracle. Pas tous. On peut pas éviter tous les problèmes. Okay. Avec l'éducation à la finance. Il y a quand même des accidents de la vie qui arrivent. Okay. Et malheureusement, on fait pas de miracle avec les finances personnelles. Et puis, la deuxième chose que je veux dire, c'est que quand je dis que il faut aider les gens à éviter les erreurs, je veux absolument pas les culpabiliser. Je veux pas avoir l'air arrogant. Les erreurs viennent naturellement à cause de la psychologie humaine, qui est simplement pas bien adaptée à prendre des bonnes décisions financières. D'accord. C'est la nature humaine qui est comme ça. On va un peu creuser là-dessus avec après. Plaisir. Mais okay. Et puis, le système est pas forcément fait pour aider les gens. Parce que souvent, quand les gens commettent une erreur, quand ils perdent de l'argent, cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Il va souvent augmenter les profits de l'industrie de la finance. Et donc, si les gens commettent les erreurs, c'est parfois, pas toujours, parfois parce qu'ils y sont encouragés par le système, par la façon dont la société évolue, par les influenceurs qui encouragent les gens à... Qui montrent un certain bling-bling et un certain style de vie qui n'est pas forcément soutenable. Oui. Donc, je veux absolument pas... La dernière chose que je voudrais faire, c'est culpabiliser les gens. Okay. Mais il reste qu'avec des connaissances... je pense relativement simple. À mon avis, on peut vraiment aider les gens. Okay. Et il s'est trouvé ce projet a commencé, je crois que c'était fin 2017. Il y a eu une conversation entre notre doyenne de l'époque, à la faculté de gestion des hôtels, et des personnes de la Banque Royale du Canada. Et il s'est trouvé que la Banque Royale du Canada voulait lancer une fondation qui s'appelle, je crois, Objectif Avenir. Et l'objectif était quelque chose de très large, d'essayer de préparer les jeunes Canadiens à la vie. Et donc, ils ont lancé différentes initiatives dans le cadre de cette fondation.
Et en particulier, ils ont investi de l'argent, ils ont investi un peu d'argent, enfin pas mal d'argent pour aider les gens, les Canadiens, les jeunes Canadiens en priorité, à acquérir quelques bases de finances personnelles. Et donc, j'ai été très heureux que la doyenne me confie la tâche d'assembler une équipe, de concevoir ce cours. Et ça a été un beau succès, qui a dépassé nos espérances. Ça montre qu'il y a vraiment une demande pour ça. On en est après à peu près 5 ans et demi, on en est à peu près 340 000 participants. Wow. Ce qui est, alors évidemment, il y a quoi, quelque chose comme 40 millions de personnes au Canada maintenant. C'est sûr que, en théorie, il y a probablement plus de gens qui pourraient bénéficier de ce genre de connaissances. Bon, ceci dit, c'est quand même un beau succès qui montre qu'il y a vraiment une demande. Bon, la majorité de ces 340 000 personnes, il s'agit de Canadiens. Ceci dit, je pense grâce à la réputation internationale de McGill, on a des personnes un peu partout dans le monde qui ont pris le cours. Et le cours, sachant que le cours est par certains aspects spécifiques au Canada, ceci dit, les principes de base de la finance, des finances personnelles, c'est les mêmes partout dans le monde. J'ai pris le cours moi-même. En fait, dès que je suis arrivé à Montréal, l'un de mes collègues, Rob Nason, m'a dit « ça va être très bien pour toi ». Et c'était vraiment très bien parce que venant de France, je n'avais pas la conception des taux d'intérêt, des cartes de crédit, du REER, du CELI et de tous ces éléments. Et le cours a été vraiment très bien pour me permettre de m'adapter un peu mieux au contexte canadien. Donc, merci beaucoup pour ça. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Et alors évidemment, on n'apprend pas aux gens à devenir millionnaires comme ça du jour au lendemain. Mais vraiment, si on fait des maths financières de base vraiment simples, si on regarde l'impact des bonnes décisions financières, dans le long terme, ça peut être absolument énorme. Ça, moi, je dis à mes étudiants que vraiment, en évitant les quelques erreurs de base, on peut économiser. Alors évidemment, ça dépend des revenus, ça dépend de combien on est capable d'économiser. Et c'est sûr, en enseignant les investissements, on fait pas de miracle. C'est-à-dire que si les gens, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont des revenus faibles, relativement faibles, qui n'ont pas vraiment l'opportunité d'économiser. Ceci dit, pour des personnes dans une situation entre guillemets moyenne, la classe moyenne au Canada, on parle vraiment d'économiser avec juste des principes simples, des centaines de milliers de dollars, peut-être même des millions de dollars au cours de leur vie. Mais l'impact à long terme peut être tout à fait considérable. Génial. Mais du coup, quels sont donc ces principes, ou plutôt, quelles sont d'abord les erreurs à éviter et ensuite les principes à mettre en place pour s'assurer d'avoir des bonnes finances? Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans les investissements, donc peut-être je vais me concentrer un peu là-dessus. Oui, vraiment, je dis aux gens que, alors c'est sûr que la finance, ça a l'air compliqué, et c'est compliqué si on veut tout savoir. C'est compliqué si on veut une carrière dans la finance, dans la gestion de fonds, par exemple. Ceci dit, je suis convaincu que ce qui fait, à mon avis, 90% de la différence, c'est simple, et ça peut s'expliquer en 20-30 minutes. Ce qu'on essaie de faire c'est un des éléments essentiels du cours de finances personnelles. Ces principes simples qui, à mon avis, font l'essentiel de la différence, il s'agit vraiment d'aider les gens à éviter des erreurs classiques que les gens ont tendance à répéter. Et encore une fois, il ne s'agit absolument pas de me moquer des gens. Il s'agit de... les gens répètent des erreurs classiques parce que la psychologie humaine ne pousse pas les gens à prendre des bonnes décisions. Et ça, je le sais parce que il y a beaucoup de recherches dans ce domaine et aussi parce que moi-même, j'ai commis toutes les erreurs classiques. Et heureusement, j'ai appris, donc je pense que j'arrive à les éviter pas trop mal maintenant, mais j'ai commis plein d'erreurs dans la gestion de mes finances. Donc certainement, quand je dis les gens ont tendance à répéter des erreurs naturellement, je m'inclus moi-même là-dedans. Il ne s'agit vraiment pas d'un manque d'intelligence. Pourquoi la psychologie humaine n'est-elle pas adaptée ? Probablement, c'est lié à l'évolution. Parce que l'espèce humaine a évolué sur des centaines de milliers ou des millions d'années dans un environnement où il n'y avait pas de finance. Il n'y avait pas de marché financier, pas de banque, pas de fonds mutuels. Donc, les qualités, les compétences qui ont été récompensées par l'évolution, ce n'est pas les mêmes qu'il faut pour prendre des bonnes décisions en matière de finances personnelles. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on essaie d'apprendre aux gens en matière de finances personnelles? D'abord, avant de rentrer dans le domaine des investissements, c'est l'influence de la composition des intérêts, donc des mathématiques financières vraiment de base, pour montrer aux gens que des décisions qui ont l'air de petites choses à court terme, elles sont amplifiées par la composition des intérêts au cours du temps. Et donc, des choses qui ont l'air relativement sans importance à court terme peuvent avoir une importance considérable à long terme. Est-ce qu'on peut prendre un exemple un peu? Est-ce que tu parles par exemple de la carte de crédit qui n'est pas payée à temps? Exactement, plein de choses, mais la carte de crédit, c'est c'est effectivement un très bon exemple. Pour beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers, ça commence comme ça. Parce que le problème de la carte de crédit, c'est que c'est tellement facile. Tellement facile d'emprunter de l'argent. Mais bon, le problème, c'est que, comme tu le sais, comme probablement les gens qui écoutent ça s'en rendent compte, le taux d'intérêt est extrêmement élevé. 22%, ouais. Voilà, ce qui est absolument énorme. Et donc, si on prend des mauvaises habitudes, si on utilise la carte de crédit comme un instrument de crédit pour emprunter, c'est absolument catastrophique à long terme. De payer des intérêts comme ça, 20% et plus, évidemment, c'est une catastrophe financière. Et surtout, c'est un ancrage parce que c'est 22% qui s'ajoutent sur le montant qui était déjà là. Donc, si on avait déjà du mal à payer les 100% qui étaient là, absolument. on se retrouve un peu coincé. Donc, c'est sûr, c'est le premier... La première chose à faire, probablement, pour quelqu'un qui a des dettes à intérêt élevé, avant même de penser investir, c'est rembourser les dettes à intérêt élevé. Alors, je ne suis pas forcément contre emprunter de l'argent. Emprunter de l'argent à un taux raisonnable, ça dépend ce qu'on fait avec l'argent, mais pourquoi pas. Mais vraiment, la priorité pour les gens qui ont de la dette de carte de crédit, c'est de la rembourser. En fait, parfois, je dis à mes étudiants, si vous avez de la dette de carte de crédit, d'une certaine manière, vous avez de la chance parce que ça veut dire que vous avez devant vous le meilleur investissement possible. Le meilleur investissement possible, c'est rembourser sa dette de carte de crédit parce que vous avez, c'est équivalent à un investissement sans risque avec un rendement de plus de 20%, ce qui est évidemment un deal fantastique. Bon, évidemment, c'est une façon de penser qui est peut-être un peu bizarre, mais ça, je dis à mes étudiants, parfois je pose en cours la question à mes étudiants, quel est le meilleur investissement possible? Pour quelqu'un qui a une dette à intérêt élevé, une dette de carte de crédit, évidemment, le meilleur investissement possible, sans aucun doute, c'est rembourser sa dette de carte de crédit. Très bien. Donc, ça, c'est un excellent exemple. Non, puis il y a un autre exemple que les gens donnent parfois, c'est si vous allez tous les jours alors je vais peut-être pas citer de marque, mais dans votre chaîne de café préférée, si par exemple vous prenez votre voiture pour aller travailler, vous payez pour le stationnement au lieu de prendre votre vélo ou les transports en commun, bon, vous pouvez quand même dépenser pas mal d'argent comme ça. Si vous regardez l'impact de, exemple, le stationnement tous les jours, par exemple des boissons tous les jours, si c'est une dépense que vous faites régulièrement tous les jours, vous regardez l'impact à long terme, on parle quand même de beaucoup d'argent. Mais justement, par rapport à ça, à ces petites dépenses, que ce soit le café, que ce soit le parking, que ce soit peut-être de resto qu'on peut faire de temps en temps, j'aimerais un peu mettre ça en comparaison avec la psychologie humaine dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ce ne sera pas trop dur à suivre comme Absolument. principe? Alors, une chose que je veux dire, c'est que je dis pas aux gens, vous pouvez pas aller au restaurant, vous pouvez pas boire de café, vous pouvez pas acheter un cappuccino, un donut, etc. Évidemment, si ça leur donne beaucoup de plaisir, évidemment, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais je pense que c'est quand même une bonne idée de donner aux gens les outils pour avoir une idée du vrai coût des choses à long terme. Voilà. Et moi, je trouve que ça marche pour moi alors comme tout le monde, je dépense trop d'argent, j'adore dépenser de l'argent, et j'essaie de me dire que si je dépense par exemple $1 aujourd'hui au lieu de l'investir, à très long terme,
c'est que ce dollar que j'investirais aujourd'hui, bah, il pourrait devenir 3, 5 dollars. Bon, 1000, je sais pas. Mais 5 dollars. Et donc, quand je me dis, bah, par exemple, j'ai envie de m'acheter, bah, quelque chose que j'adore acheter, un casque audio qui coûte peut-être 200 ou 300 dollars. OK. Je pense au prix comme ça, je multiplie tout par 5. OK. Et est-ce que vraiment ça vaut les 1500 dollars que je pourrais avoir à long terme? OK. Et ça me, bah, c'est un petit truc qui m'aide à dépenser moins d'argent. Alors, ceci dit, je dépense quand même beaucoup. J'achète souvent des casques audio dont j'ai pas vraiment besoin. Je suis loin d'être parfait moi-même. Mais bon, évidemment, le plaisir, ça compte aussi. Hein. Personne n'a en tout cas, moi, j'ai pas la volonté pour éviter toutes les dépenses un peu inutiles. Okay. Mais je pense que donner aux gens les outils pour comprendre l'impact de décisions à long terme, ça peut les aider à améliorer leur situation. Okay. Génial. Je retiens la règle, donc je multiplie le prix de la dépense par 5 et je reconsidère par rapport à ça. Ouais, okay. Il faut, bon, 5, c'est pas quelque chose de précis, on peut discuter de ça, mais je pense que c'est une bonne, si on s'habitue à penser comme ça, à mon avis, ça peut vraiment avoir un impact à long terme. Bon, une autre chose que je veux dire, c'est qu'on prend souvent ces exemples de petites dépenses parce que c'est des choses qui sont, je dirais, faciles à calculer, peut-être faciles à changer à court terme. Évidemment, si on peut économiser sur des dépenses plus importantes comme le logement, trouver un autre travail mieux payé, la voiture, des grosses dépenses, évidemment, l'impact est beaucoup plus important. Okay. Le problème avec ce genre de choses, c'est que c'est des choses qui sont difficiles à changer. Ouais. Difficiles à changer à court terme. Et moi, je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée de commencer tout de suite. Okay. De trouver des petites choses sur lesquelles on peut économiser à court terme. Et ça a quand même un impact qui est significatif. Okay. Moi, c'est un peu ma philosophie pour peut-être aider les gens à dépenser un peu moins, pour les encourager à dépenser un peu moins, comprendre l'impact à long terme. OK. Bien. Et du coup, tu nous as dit que toi, tu es plutôt spécialiste de l'investissement. Oui. Comment ça marche, en fait? C'est quoi le principe de l'investissement? J'ai de l'argent, je le mets quelque part. Comment ça me rapporte de l'argent sur le long terme? L'idée, c'est que... comment ça marche? C'est une vaste question. Okay. L'idée, c'est que y a des gens dans l'économie ou des institutions qui ont des besoins. Le secteur productif, les entreprises, des gens qui, alors je ne vais pas dire qui ont trop d'argent, mais qui arrivent à au moins économiser, qui ont un peu plus d'argent que ce dont ils ont besoin à court terme. Et ces personnes qui ont la chance de pouvoir économiser, confient l'argent confient leur capital à des institutions, essentiellement des entreprises qui ont des besoins d'investissement productif. Et de cette façon, on peut, grâce au marché financier, profiter de l'investissement productif, profiter des innovations dans le secteur productif. Et alors évidemment, on ne peut pas garantir ce qui va se passer dans le futur, mais si on regarde les rendements historiques, si on regarde l'histoire des marchés financiers, c'est quelque chose qui a quand même bien marché. D'accord. Voilà. C'est quoi à peu près? On peut s'attendre à quoi en termes de retour sur investissement? Ça dépend de la façon dont on investit. Il y a des raisons de penser que peut-être les rendements vont être un peu plus faibles dans le futur. J'aime pas énormément citer des chiffres, même s'il n'y a pas le choix, je vais en citer parce que rien n'est garanti. Les choses de base à comprendre quand même, les leçons qu'on voit avec des dizaines, voire des centaines d'années d'histoire, c'est qu'il y a une grosse différence entre les rendements auxquels on peut s'attendre quand on accepte de prendre du risque ou quand on ne veut pas prendre de risque. En gros, alors je vais simplifier les choses, mais c'est ça qui est vraiment important. Vous avez deux types d'investissements dans les marchés financiers. Vous avez des investissements sans risque, comme des certificats de placement garantis, des comptes d'épargne, ce que les banques appellent intérêts élevés, même si les intérêts sont plutôt bas quand même. Il y a du marketing là-dedans. 1%, c'est pas beaucoup. Ouais. Voilà, donc ça, c'est ce que vous
c'est les possibilités d'investissement sans risque. Et puis, vous avez des investissements risqués, c'est-à-dire vous investissez, vous confiez votre capital essentiellement à des entreprises qui vont faire des investissements qui sont souvent risqués. Et ça, évidemment, c'est ce qui se passe quand vous investissez dans le marché des actions. Quand vous investissez dans des actions, vous achetez des petits morceaux d'entreprise et vous gagnez de l'argent quand vous profitez de la croissance économique, vous profitez des profits des entreprises. Mais on peut en perdre, c'est ça que tu appelles risqué. Évidemment, on peut en perdre. Donc, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux, une différence qui est significative à court terme et qui devient même énorme quand vous regardez l'impact à long terme. Et autre chose, quand on regarde l'histoire des marchés financiers, à court terme, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Il peut y avoir des cracks boursiers, des baisses absolument spectaculaires. À long terme, les marchés ont tendance à se rattraper. Donc, alors évidemment, c'est quelque chose, je peux rien garantir pour le futur. Donc, je suis un peu mal à l'aise de parler comme ça, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui a de la valeur pour les gens. Parce qu'à mon avis, oui, il y a beaucoup de gens qui en finance prennent trop de risques ou prennent des mauvais risques. Il y a aussi, à mon avis, pas mal de gens qui pourraient prendre plus de risques et qui ne le font pas et qui se condamnent à recevoir des rendements qui sont très bas. C'est sûr que si vous investissez tout votre argent ou trop dans des certificats de placement garantis, des bons du trésor, des comptes d'épargne, certes, il n'y a pas de risque de perdre de l'argent, mais je dirais vous vous condamnez à des rendements qui sont très très médiocres et franchement, ça devient quasiment impossible d'atteindre vos objectifs à long terme. Donc, c'est vraiment difficile de faire des recommandations aux gens en termes de risque, ce qui est raisonnable. Mon opinion, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient quand même prendre un peu plus de risques et ça leur bénéficierait. Mais justement, tu parlais par exemple du retour sur investissement qui n'est pas garanti, mais que le marché a quand même souvent se rattrape. Et je pense que j'ai un bon exemple pour ça parce que mon père a financé nos études grâce à un investissement qu'il a fait en 1983. Il a acheté un certain nombre d'actions d'une compagnie pétrolière française. Et il a eu je ne sais pas s'il faut dire la sagesse ou l'opportunité de ne pas toucher à cet investissement pendant quasiment 26 ans. Et ce n'est que 26 ans après qu'il a revendu. L'investissement avait eu le temps de faire un fois. C'est fantastique. Ouais. Absolument. Alors, je dirais, principe de base de la finance, ne pas trop en faire. Alors certes, l'inaction peut être coûteuse, mais je dirais, ça c'est très clair dans la recherche, c'est beaucoup moins grave d'en faire trop peu que d'en faire trop. Et pour moi, c'est une des règles de base à appliquer. Il faut pas... comment dirais-je ? Il ne faut pas acheter ou vendre, surtout vendre pour des mauvaises raisons. Et je dirais ça, c'est peut-être l'erreur la plus coûteuse à long terme. Les gens ont tendance à vendre sous l'effet de la panique après que le marché a baissé. Je dirais plus généralement, les gens ont tendance à acheter, à vendre sous l'effet du sentiment dominant du marché. Ils ont tendance à vendre quand le marché, quand tout le monde est déprimé dans les marchés financiers, à acheter quand tout le monde est positif, tout le monde est optimiste, le marché semble peu risqué. Et le problème, si vous vous comportez comme ça, c'est que si vous achetez toujours quand tout le monde est déprimé, pessimiste, quand est-ce que ça se passe? Quand le marché a déjà baissé. Et si vous achetez seulement quand tout le monde est positif, de bonne humeur dans les marchés financiers, quand le marché semble un véhicule de placement peu risqué, quand est-ce qu'on observe ce genre de situation? Quand le marché a déjà monté. Et déjà au-delà de sa valeur réelle. Voilà, alors je ne veux pas trop rentrer dans valeur réelle, mais simplement si vous achetez toujours, si vous vendez toujours
Si vous vendez quand tout le monde est déprimé dans les marchés financiers, c'est-à-dire après que le marché a baissé, si vous achetez quand tout le monde est de bonne humeur, après que le marché a monté, bah, c'est une évidence, vous allez vendre quand le marché est bas, acheter quand le marché est haut. Et évidemment, ça, c'est une catastrophe pour les rendements à long terme. Et alors, c'est quelque chose qui a l'air tellement... qui a l'air stupide. Vendre bas, acheter haut. Évidemment, c'est le contraire de ce qu'il faut pour bien réussir dans les investissements, mais c'est, je dirais, la façon naturelle d'investir, la façon naturelle de se comporter dans les marchés financiers pour l'investisseur typique. Mais c'est quoi alors l'astuce pour ne pas faire ça? Alors, le problème, pour moi, il n'y a pas vraiment d'astuce. Évidemment, ce qu'on voudrait faire, c'est l'inverse. Toujours vendre quand le marché est au plus haut avant les baisses. Acheter quand le marché est bas alors qu'il s'apprête à remonter. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen fiable d'identifier les bons moments pour acheter et vendre. Moi, ce que je conseille aux gens, et je dirais la recherche est très claire que c'est ce qui marche, c'est comme ton père a fait. Voilà, acheter quand on a de l'argent à investir et oublier, laisser voilà. le temps. Essayez de ne pas regarder trop souvent ces investissements, laisser le temps faire son ouvrage. Et c'est ce qui a marché au moins historiquement. Oui, il y a eu des cracks absolument terrifiants, des crises vraiment spectaculaires dans les marchés boursiers. Il se trouve que les marchés se sont, alors croisons les doigts, les marchés se sont toujours rattrapés. Voilà. Alors, je peux pas garantir que ça va être toujours vrai dans le futur. Bon, ça veut pas aussi dire que les actions sont toujours le bon endroit pour mettre votre argent, parce qu'évidemment, se rattraper pour les marchés financiers, ça prend du temps. Quand on regarde la pire crise dans les marchés boursiers, la Grande Dépression des années 1930, qui a commencé en 1929, le marché des actions américain a perdu, je pense, pas loin de 90%. Tu imagines que là, il s'est pas rattrapé en un an ou deux. Ça a pris probablement une quinzaine d'années. Donc ça veut dire que la façon dont tu vas investir dépend de tes objectifs et dépend en particulier combien de temps tu as devant toi. Évidemment, si tu investis parce que tu as besoin d'un apport pour acheter une maison dans un an ou deux, les actions sont pas un placement approprié. Ce serait quoi un placement approprié probablement des investissements sans risque, même si là le rendement va être très bas. Ou si tu prévois de prendre ta retraite dans quelques années, dans 5 ans, faut probablement pas trop investir en actions. Parce que si le marché s'effondre maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire pour se rattraper en quelques années. En revanche, pour les gens qui sont la cible prioritaire de notre cours de finances personnelles, c'est-à-dire les jeunes, là, on peut investir probablement pas tout, mais beaucoup en actions parce que on a le temps de se rattraper. Je dirais au moins 2 façons différentes. D'une part, il y a ce qu'on voit dans les données historiques sur les marchés financiers. C'est quand même, si le marché s'effondre aujourd'hui, mais si votre horizon de placement, c'est 20 ou 30 ans parce que vous investissez pour votre retraite ou vous investissez pour l'éducation de vos enfants qui sont tout petits ou pas encore nés, si vous avez beaucoup de temps devant vous, il reste quand même très probable, si on regarde encore une fois l'histoire des marchés financiers, que le marché va se rattraper, d'une part. Et puis aussi, quand on a 20 ans devant soi ou plus, même si on perd de l'argent à court terme, on a le temps de faire des ajustements. On peut par exemple ajuster sa façon d'économiser pour se rattraper, pour remettre de l'argent dans ses investissements. Évidemment, si vous allez prendre votre retraite dans 2-3 ans, vous n'avez pas cette option. Mais du coup, quand tu parles d'acheter des actions, c'est des actions une à une, singulières, c'est plutôt des ETF ou c'est plutôt d'autres formes? C'est quoi les bons mécanismes? Alors, très important. Donc, on a déjà discuté là ce qui, à mon avis, peut-être l'erreur la plus grave des gens, acheter et vendre en fonction du sentiment dominant du marché, ce qui n'est absolument pas une bonne chose à long terme. Deuxième
principe qui est presque aussi important, être bien diversifié. Voilà. Ça, quand on regarde une action ou même juste un secteur d'activité, je dirais tout est possible. Pour moi, il n'y a pas d'action qui individuellement soit sans risque. Donc, il y a vraiment plein de façons de montrer ceci. Il y a une étude, ou une série d'études, quelque chose qui est paru récemment, qui ont montré la chose suivante et qui était vraiment étonnante même pour des professionnels de la finance ou des professeurs de finance. C'est que si vous regardez le marché des actions à long terme, les rendements sont très positifs et de façon assez soutenue au cours du temps. En revanche, si vous regardez les actions individuelles, la majorité des actions ne vont nulle part. Et ce qu'on voit dans les données, c'est qu'en fait, l'essentiel ou la quasi-totalité des rendements positifs du marché des actions viennent d'un tout petit nombre d'actions des compagnies, des superstars. Des compagnies, évidemment, la compagnie qui a eu le plus de succès dans les toutes dernières années, c'est Nvidia. Quand vous regardez un peu plus loin, on le sait, les actions qui ont bien marché ces dernières années, Apple, Microsoft, quand vous regardez un peu plus dans le passé. Et par définition, ces superstars, ces vedettes du marché des actions, il y en a très peu, il y en a une poignée, alors qu'il y a des milliers d'actions qui sont disponibles. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais je dirais, il y a des études récentes qui ont montré que ceci est vrai à un point auquel moi-même je n'imaginais pas. Alors, je me souviens pas exactement du chiffre, mais vraiment, c'est quelque chose comme quelques pourcents, certainement moins de 5% des actions qui expliquent quasiment la totalité des rendements positifs. Ouais, du coup, moi, en tant qu'investisseur, est-ce que c'est pas mieux que j'arrive à détecter ces 5% et je me focalise sur eux, ou alors je reste diversifié? Ça, excellente question. Je suis content que tu aies posé cette question parce que je dirais que si vous apprenez ça, il n'y a qu'un tout petit pourcentage des actions qui génèrent toute la performance positive. Il y a deux façons d'agir quand on prend conscience de ça. Soit se dire, il faut absolument que j'arrive à identifier les superstars du futur, sinon ça ne va pas marcher. Ça, c'est un peu, malheureusement, chercher l'aiguille dans la botte de foin. Donc, l'alternative, et qui est quelque chose qui est incomparablement, qui a incomparablement plus de chances de marcher, c'est au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, d'acheter toute la botte de foin. Voilà. Oui, alors, effectivement, on est sûr d'avoir l'aiguille. Exactement. Effectivement, l'idéal, ça serait d'être capable d'identifier les superstars du futur. Le problème, c'est que si vous regardez le marché des actions aujourd'hui, vous avez probablement des centaines d'actions technologiques probablement, qui ont le potentiel de bien faire dans le futur. Malheureusement, ce qui va se passer avec ça, je suis à peu près sûr de ce que je dis là, 95 ou 99% de ces compagnies qui semblent avoir du potentiel vont aller nulle part. Et être capable d'identifier le Nvidia du futur, la poignée d'actions qui vont vraiment bien marcher, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste, qui est quasiment impossible. Donc, ce que je conseille très, très fortement aux gens, c'est pour l'essentiel de leurs investissements en actions, c'est d'acheter la botte de foin, c'est-à-dire d'acheter un peu de tout, un peu de toutes les actions qui sont sur le marché. Et ça, c'est quelque chose qui aurait été très difficile il y a 50 ans, parce que acheter un peu de tout, un peu des milliers d'actions qui sont disponibles, évidemment, à moins d'être un multimillionnaire, ça aurait été très compliqué. Maintenant, l'industrie de la finance y a des produits qui sont disponibles, des fonds indiciels, des fonds mutuels indiciels ou des ETF, ou FNB en bon français, fonds négociés en bourse, qui vous permettent de faire ça très facilement. C'est-à-dire que l'idée là, c'est que vous investissez votre argent, vous confiez votre argent à une compagnie de gestion de fonds, et la compagnie de gestion de fonds va prendre votre argent et le combiner avec l'argent qui vient d'autres investisseurs, et va faire tout le travail pour vous, va acheter un petit peu de toutes les actions qui sont disponibles sur le marché. Voilà, c'est ce qui se passe quand vous investissez dans des fonds indiciels, ou des fonds qu'on appelle aussi des fonds passifs,
Parce qu'évidemment, si vous investissez comme ça, vous abandonnez l'idée de choisir les bonnes compagnies. Vous investissez de façon passive, vous investissez un peu de tout. Et très clairement, les données sont très claires. Si vous investissez comme ça, il est extrêmement probable que vous allez faire mieux que la très grande majorité des personnes qui choisissent l'autre option, l'investissement actif. OK. Voilà. OK. Intéressant. Donc, c'est ce que je conseille aux gens. Pour moi, les données sont très claires. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez investir 100% de votre argent comme ça. Mais pour moi, la base du portefeuille, je dirais, de n'importe quel investisseur, ça devrait être un fonds ou un petit nombre de fonds indiciels avec des frais qui sont très bas et qui vous donnent une grande diversification. Une chose que je veux préciser aussi, c'est que c'est très important, je dirais surtout quand on est au Canada, d'avoir une diversification internationale. C'est-à-dire, je dis aux gens, c'est très important d'être bien diversifié pour réduire le risque, vraiment d'essayer d'avoir un peu de tout. Et comme le marché canadien est relativement petit, il est relativement concentré dans un petit nombre de secteurs économiques, vous ne pouvez pas être bien diversifié avec uniquement des actions canadiennes. Et ça, c'est une erreur que les gens font un peu partout, mais notamment au Canada. Je dis aux gens, ne soyez pas trop patriotiques avec vos investissements, ça peut vous coûter cher. Et alors, c'est quelque chose qui est moins vrai, par exemple, du point de vue américain, parce que le marché américain est beaucoup plus important, a beaucoup plus de compagnies, il a beaucoup plus de compagnies qui font des affaires un peu partout dans le monde. Mais si vous êtes au Canada, c'est indispensable pour moi d'investir un peu exactement à l'international. Et vous avez des produits financiers qui sont très bien conçus, qui vous permettent de faire ça très facilement. OK. Et maintenant, il y a un nouvel outil qui existe depuis déjà une bonne dizaine d'années, c'est le blockchain et toutes ces crypto-monnaies. C'est quoi ton point de vue sur... est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que c'est un investissement qui est similaire à l'achat d'actions? C'est quoi les différences? Je dirais, pour moi, il est encore trop tôt pour faire le bilan. Donc, il y a peut-être deux choses que je voudrais dire. Alors, une chose qu'à mon avis, les gens perdent parfois de vue, les crypto-actifs sont fondamentalement plus risqués que les actions. Comment expliquer ça? Je dirais, quand vous investissez dans une action, vous confiez votre capital à une entreprise. En général, on peut espérer que l'entreprise va faire des profits et vous allez recevoir une portion de ces profits en tant qu'investisseur. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que quand vous investissez en action, oui, il y a beaucoup de risques, mais les probabilités sont en votre faveur. Ouais, c'est un peu comme le contraire du casino, où parce que le casino doit faire des profits, prend un petit peu, et c'est pire quand vous achetez des billets de loterie, là c'est le gouvernement qui prend beaucoup. Quand vous allez au casino, les probabilités sont contre vous, parce que le casino doit faire des profits. La bourse, c'est un peu comme un casino à l'envers, où oui, il y a du risque, mais les probabilités sont de votre côté, ce qui veut dire que même si vous n'êtes pas très très bon pour choisir les actions, vous pouvez quand même vous attendre à gagner de l'argent. Avec les crypto-actifs, c'est dans la très grande majorité des cas, c'est fondamentalement différent. Parce que quand vous investissez dans un crypto-actif, ça ne vous donne pas droit au profit d'une entreprise, par exemple. Donc, la seule façon de gagner de l'argent avec l'essentiel des crypto-actifs, certainement c'est vrai avec les bitcoins, c'est de trouver quelqu'un qui va accepter de racheter votre bitcoin à un prix qui est plus élevé. Donc ça... C'est transactionnel. C'est pas basé sur les fonds. Exactement. Il n'y a pas, contrairement à une action, un bitcoin n'a pas réellement de valeur fondamentale. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner de l'argent, mais il faut bien se rendre compte que c'est pas clair que, ce que je disais sur les actions, que les probabilités sont de votre côté, c'est absolument pas clair avec les crypto-actifs. Donc, pour moi, c'est quand même une catégorie de risque qui est vraiment plus élevée par rapport aux actions. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est que, maintenant,
il semble quand même que les cryptoactifs, c'est pas une mode qui va disparaître du jour au lendemain. Donc, si vous voulez, qu'elles ont l'air de bien performer parce que le Bitcoin a passé. Sans vouloir être, comment dirais-je, insultant, mais se baser sur les rendements, la performance récente pour investir, c'est en général une recette pour la catastrophe. Okay. Mais non, mais je dirais si vous croyez aux crypto, au Bitcoin, ok, mais gardez à l'esprit ce que je viens de dire sur le niveau de risque. Je dirais pour moi, traiter les cryptoactifs en général comme un pari risqué qui pourrait marcher, mais un pari très risqué sur la haute technologie. Ce qui veut dire, allez-y si vous êtes intéressé, mais pour moi, c'est pas raisonnable d'investir un pourcentage trop élevé, je vais pas dire de chiffres, mais un pourcentage trop élevé dans les cryptoactifs. Pensez aux cryptoactifs, traitez-les comme un investissement très risqué dans une haute technologie. Parfois, on a l'impression que les gens, et quand j'entends, je dirais, par exemple, quand j'entends le président Trump qui dit qu'il veut faire une réserve de sécurité de Bitcoin ou de cryptoactifs, ça donne un peu l'idée que investir dans les Bitcoins, c'est une façon de vous protéger contre les crises. Personnellement, j'y crois pas. Bon, on verra, hein, j'ai pas de boule de cristal. Mais pour moi, c'est pas une façon de vous protéger, c'est plutôt un pari risqué, très spéculatif, qui pourrait marcher, mais qui est extrêmement risqué. Okay. Merci beaucoup pour ces informations, Benjamin. Tu as mentionné un peu Trump et je voulais qu'on aborde un autre sujet parce que tu es professeur en finance internationale. Est-ce que je peux me permettre une autre... voilà, quand je parle, je voudrais peut-être, si je peux me permettre, finir ce panorama des principes de base pour investir. Donc, je dis les deux principes, je rappelle rapidement, qu'on a déjà discuté. Très important de pas sortir du marché, de pas acheter et vendre en fonction du sentiment dominant des marchés et ou en fonction de la performance du passé récent. Ça marche pas. Deuxième principe, être bien diversifié. Et ça, vous avez un produit qui vous permet de faire ça très facilement, les fonds indiciels. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse pour pas être bien diversifié. Ok. Je dirais troisième principe très important, faites attention aux frais de gestion. Quand vous investissez dans des fonds mutuels, alors on a parlé des fonds passifs, des fonds indiciels qui ne font que suivre le marché, ce que je recommande. Vous avez aussi, et ça reste la majorité de la façon dont les gens investissent, au moins au Canada, vous avez aussi des fonds actifs. Ça, c'est les fonds mutuels qui, comme le mot actif le suggère, qui essaient de choisir les actions, les meilleures actions, qui essaient de choisir les bons moments pour acheter et pour vendre. Mais évidemment, comme il y a beaucoup plus de travail qui est impliqué par rapport aux fonds indiciels dont je parlais, les frais que ces fonds font payer aux investisseurs sont beaucoup plus élevés. Et au Canada, alors malheureusement au Canada, probablement parce qu'il y a moins de compétition que dans d'autres pays, c'est comme pour les forfaits de téléphone cellulaire, c'est plus cher que dans d'autres pays. Et au Canada, les frais que ces fonds mutuels actifs font payer aux investisseurs restent souvent proche de 2%, alors que dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est plutôt 1% maintenant. Et les gens doivent savoir que payer 2% en frais tous les ans, ça a peut-être pas l'air de quelque chose d'énorme à court terme, mais si vous faites des calculs, c'est vraiment des mathématiques financières de base, à long terme, l'impact est énorme. Donc si vous payez 2% de votre argent en frais par an, à long terme, disons à 30 ans, ce qui est un horizon de placement tout à fait réaliste si vous investissez si vous êtes jeune et si vous investissez pour aider vos enfants quand ils seront jeunes adultes, alors que vos enfants sont peut-être pas encore nés, ou si vous investissez pour votre retraite, à long terme, vous pouvez tout à fait diviser votre patrimoine par 2. Voilà. Alors évidemment, vous pourriez vous dire, oui, mais 2%, ça pourrait être justifié si le fonds actif, grâce aux décisions qui sont prises par un gestionnaire de portefeuille professionnel, arrive à battre la performance du marché.
Ok, bon, mais ça, les données sont très claires que c'est très rare. Ok, aucun gestionnaire n'arrive à battre le marché. Alors, aucun, c'est pas vrai, mais c'est extrêmement rare. Alors, évidemment, tous les ans, vous avez un grand nombre de fonds mutuels qui arrivent à battre le marché. Le problème, c'est que d'une année sur l'autre, c'est pas les mêmes. Et des gens qui ont réussi à battre le marché à long terme, sur les milliers qui essaient, on parle vraiment d'une poignée. Okay. Donc, alors évidemment, quand vous parlez à l'industrie de la finance, ces 2% dont je parlais, ils sont pas perdus pour tout le monde. Ils vont accroître les profits de l'industrie de la finance. Donc évidemment, si vous discutez avec, par exemple, si vous allez dans votre banque et si vous dites « je veux investir mon argent », il y a quand même de bonnes chances qu'on vous propose des fonds mutuels actifs parce que c'est ça qui fait gagner de l'argent à la banque ou à l'industrie de la finance. Mais pour moi, très clairement, ça vaut pas la peine de payer ces frais élevés. Et ces fonds indiciels passifs dont je parlais tout à l'heure, comme ils sont passifs, par définition, il y a beaucoup moins de travail qui est en jeu. Et là, on parle d'un marché qui est relativement concurrentiel. Donc les frais que ce type de fonds font payer aux investisseurs sont beaucoup plus bas. Je dirais que ça dépend, mais je dirais quasiment négligeable. Puisque avec certains fonds, on parle de frais qui peuvent être par exemple de 0,06% par an. Et encore une fois, la différence à long terme est énorme. Donc vraiment, je recommande aux gens, faites très attention aux frais. Des différences qui ont l'air petites à court terme, à long terme, peuvent avoir un impact énorme. Alors, ça ne veut pas forcément dire, il y a une comparaison, je dis aux gens, est-ce que vous choisiriez un médecin parce que c'est le moins cher? Probablement pas. Non. Ok, donc ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement toujours minimiser les frais. En revanche, mais ça veut dire, si vous ne payez pas le minimum en termes de frais, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Et ça, ce qui est très clair, c'est que choisir un fonds mutuel actif parce qu'il a par exemple bien performé dans les quelques dernières années, c'est pas une bonne raison. Être toujours chasser la performance en fonction de ce qui s'est passé dans un passé récent, ça ne marche pas. Okay. Un autre investissement, c'est l'immobilier. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu, surtout que Montréal vit en ce moment une crise assez majeure en termes d'augmentation du prix de l'immobilier. Comment ça fonctionne? Alors ça, l'immobilier, c'est un sujet très complexe. Okay. Et je dirais une décision qui a l'air, simple, je ne sais pas si elle a l'air simple, mais je dirais une des décisions financières les plus importantes pour beaucoup de gens, c'est est-ce que je devrais acheter, est-ce que je devrais louer ma maison? Okay. Et quand on regarde les choses de façon rigoureuse, c'est un problème qui est extrêmement complexe. Okay. Il n'y a pas de solution facile. Non, il n'y a pas de solution facile et la réponse dépend vraiment d'hypothèses qu'on doit faire sur le futur, de choses qu'on peut pas prévoir. Okay. Donc, je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Il y a surtout une chose que je veux dire aux gens. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la situation suivante, qui ont vu les prix de l'immobilier flamber à Montréal, au Canada, comme dans beaucoup d'autres marchés. Et qui sont probablement dans un état de panique, qui se disent « Mon Dieu, je vais probablement jamais réussir à acheter, je vais devoir louer toute ma vie. » Ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est pas grave. Financièrement, on peut tout à fait avoir une vie financière saine en louant toute sa vie. Donc, je dirais, les gens se disent parfois, et c'est quelque chose qui a l'air totalement intuitif, quelque chose que je croyais moi-même avant de regarder les choses vraiment en détail. Les gens se disent souvent, ah oui, en louant, je donne mon argent à un propriétaire tous les mois, je jette mon argent par les fenêtres, c'est probablement une catastrophe, je devrais vraiment acheter. Quand vous regardez la situation de façon objective, c'est pas nécessairement le cas. Pourquoi? Parce que quand vous achetez, il y a beaucoup d'argent qui est entre guillemets jeté par les fenêtres tous les mois. Okay. Alors c'est pas vraiment jeté par les fenêtres, mais il y a beaucoup d'argent qui va aux impôts, à ce que vous payez aux taxes, à ce que vous payez pour entretenir votre propriété et aussi en intérêt à la banque si vous empruntez de l'argent. Okay.
Donc, c'est absolument pas clair que financièrement, ça soit une meilleure idée d'acheter plutôt que de louer. Parce que quand vous achetez, a priori, ça va vous coûter plus cher qu'un loyer tous les mois. C'est sûr. Et mettons que ça vous coûte 500 ou 1000 dollars de plus tous les mois. C'est tout à fait plausible que si vous prenez ces 1000 dollars tous les mois, que vous les investissez à long terme, vous vous retrouviez dans une meilleure situation financière si vous avez loué toute votre vie. Ok. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose d'automatique. Vraiment, ça dépend. Mais, maintenant, l'immobilier a quand même acheté. Ça a quand même des avantages psychologiques qui sont importants. Ce que j'allais dire, Exactement. c'est qu'il y a une grosse partie psychologique et même ce qu'on a appelé le rêve américain d'avoir Absolument. sa Voilà. propriété, sa famille. Donc, moi, j'ai acheté. Ok. Je suis pas convaincu du tout que c'était le meilleur choix de façon financière, Ok. d'un point de vue strictement financier. Mais franchement, c'est un... Bon, je dois reconnaître, ça me rend heureux pour des raisons qui sont peut-être pas totalement rationnelles, mais de me dire que je suis vraiment chez moi. C'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. Et si ça m'a coûté un peu d'argent d'un point de vue strictement financier, peut-être ça valait la peine, mais ça, c'est vraiment une décision personnelle. Bon, aussi, c'est sûr que quand vous êtes propriétaire, vous êtes normalement à peu près sûr que vous n'allez pas être viré par votre propriétaire. On parle des rénovictions. C'est toujours possible que votre propriétaire décide qu'il ou elle veut utiliser la propriété pour soi-même, pour ses enfants. Donc, c'est sûr que c'est un sentiment de sécurité qui a de la valeur. Et aussi, un avantage de l'achat, c'est que avoir une hypothèque et la rembourser tous les mois, c'est quand même une bonne façon de vous forcer à économiser. C'est-à-dire? Parce que quand vous remboursez votre hypothèque tous les mois, vous économisez. Rembourser ses dettes, c'est une façon d'économiser, en fait, tout autant que mettre de l'argent dans un compte d'épargne tous Comme les avec mois. la carte de crédit. Et ça, avoir ce mécanisme qui vous force automatiquement à économiser tous les mois, c'est quelque chose qui a plus ou moins de valeur suivant votre personnalité. Mais c'est sûr que si vous n'êtes pas très discipliné, comme moi, pour être honnête, avoir une hypothèque à rembourser tous les mois, avoir ce mécanisme qui automatiquement vous fait économiser, ça peut avoir pas mal de valeur. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails de l'immobilier parce que ça, c'est un sujet en soi sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une décision facile et il n'y a pas de raison de s'affoler parce qu'on pense qu'on n'aura pas l'occasion d'acheter. On peut tout à fait avoir une vie financière saine, une bonne situation financière en louant toute sa vie. Okay. Merci pour ça. Moi, personnellement, j'ai acheté, mais Moi j'ai aussi. acheté parce que c'est vrai que j'avais plutôt cette perspective du loyer comme de l'argent jeté, mais effectivement, les coûts substantiels qui sont liés à Exactement. l'achat, il y en a énormément, surtout en Absolument. maintenant, c'est juste ouf en fait. Ok. Mais du coup, on a abordé pas mal de choses qui concernent le programme de McGill Personal Finance. La question de l'investissement, mais pas forcément le budget. Je crois que c'était un des cours Absolument. les fondamentaux qui, moi, personnellement, m'a aidé, la nécessité de s'asseoir et de faire un budget. Absolument. C'est quelque chose qui est encouragé, c'est sûr. Oui, donc j'ai parlé beaucoup d'investissement parce que c'est mon domaine à moi, c'est une de mes passions. Mais le cours de Finance personnelle pour tous, c'est le titre français officiel. Le cours Finance personnelle pour tous, en fait, inclut donc plusieurs modules. Il y a 8 modules de base, plus 2 modules optionnels sur les crypto-investissements et les crypto-actifs et l'investissement responsable. Et il y a 8 modules de base qui couvrent, je dirais, les grandes étapes de la vie financière. Donc, quelques principes de base de finance, plus les grandes étapes de la vie financière, l'investissement, les différentes façons d'emprunter, l'immobilier et également le budget, l'établissement d'un budget. Alors, effectivement, avant de pouvoir investir pour normalement améliorer son futur, acquérir un sentiment de sécurité, il faut pouvoir économiser tous les mois. Et c'est sûr que pour économiser, c'est quand même une bonne idée d'avoir un plan, d'avoir une idée de ce qui rentre
de ce qui sort tous les mois. Ok. Donc c'est sûr, on essaie de donner quelques pistes aux gens pour établir un budget. Moi, la façon dont j'aime bien penser, c'est que on dit aux gens, vous devez avoir un budget. Et alors évidemment, c'est bien d'avoir un budget. Bon, c'est quand même pas facile de s'asseoir, d'établir son budget et de le respecter après. Donc moi, ce que je dis aux gens, peut-être une bonne façon qui est, mon avis, est peut-être plus réaliste, c'est de s'asseoir et plutôt de partir de ses dépenses, de ses revenus et de ses dépenses, de regarder son compte en banque, ses relevés de carte de crédit, de faire une liste de tout ce qu'on a dépensé durant un mois, de regarder quels sont les grands postes et d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait réduire. Pour moi, peut-être différentes personnes, les gens sont différents. Pour moi, c'est peut-être plus réaliste de partir de la réalité, de ce qu'on reçoit, de ses revenus et de ce qu'on dépense tous les mois, et de voir comment on peut faire des ajustements. Plutôt que d'avoir un budget qui soit théorique. Exactement. Plutôt que de partir, de se dire, voilà, je devrais dépenser $200 par mois pour mes loisirs, $300 pour les vêtements, 300 pour la voiture. À mon avis, c'est plutôt plus réaliste de partir de la réalité et de voir ce qu'éventuellement on peut ajuster. Mais il y a des personnes qui pensent différemment. Mais est-ce qu'il y a des études sur pourquoi c'est si difficile de faire un budget? J'essaye de le faire, mais je le trouve extrêmement pénible. Je dirais que c'est pas vraiment mon domaine de recherche. Bon, mais c'est sûr qu'on vit dans un système, dans un environnement où le système est quand même... L'environnement dans lequel on est vous encourage en permanence à dépenser de l'argent. À emprunter éventuellement, à dépenser de l'argent. Vous avez les influenceurs. Alors j'allais dire la publicité, mais quand je dis ça, j'ai l'air très vieux. Mais vous avez les influenceurs, ce côté bling bling. Oui, maintenant qu'on a les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, on a constamment des formes de publicité en face de soi, même si c'est pas complètement clair ce qui est de la publicité, ce qui ne l'est pas. Donc, merci beaucoup Benjamin pour l'ensemble des éléments que tu as partagés avec nous. Je voulais profiter du fait qu'on a l'opportunité d'avoir un professeur de finance pour te poser une question qui, je pense, est un peu dans l'esprit de tout le monde. Je regardais l'autre jour le terme tarif douanier est l'un des termes qui a été le plus cherché sur Google sur les 4 derniers mois depuis que Donald Trump a fait le Liberation Day. Et quand on confronte la façon dont le monde évolue, dont l'économie a évolué jusqu'à présent, où c'était plutôt de plus en plus vers une globalisation, vers une doctrine de la libre-échange entre les pays, comment est-ce que ces tarifs douaniers changent les perspectives et quel serait ton avis sur comment on pourrait s'adapter à ce changement de paradigme? Alors, je voudrais préfacer ma réponse en disant je suis vraiment pas un spécialiste du commerce international, donc je dirais j'ai quelques commentaires à faire. Mais quel va être l'impact des tarifs douaniers? C'est quelque chose d'assez imprévisible. C'est pour moi une expérimentation qui effectivement est potentiellement un vrai bouleversement par rapport à des dizaines d'années d'évolution. Alors deux, trois choses que j'aurais quand même à dire là-dessus. Alors pour vos investissements, pour moi l'impact va être assez imprévisible. Et pour moi, c'est une occasion de vraiment renforcer le rôle de la diversification, et en particulier de la diversification internationale. Ce qu'on a vu, par exemple, donc ici, on enregistre ça, c'est fin août 2025. Mais, par exemple, quand on était au printemps 2025, suite aux premières annonces du président Trump, le marché américain avait pas mal baissé. Ce que je rappelais aux gens à l'époque et qui reste vrai, c'est que durant la même période, c'était pas le cas de tous les marchés internationaux. Et ce qui s'est passé au début de l'année 2025, c'est que le marché canadien, par exemple, avait bien résisté, alors qu'on avait des nouvelles qui étaient a priori pas bonnes pour le Canada.
les différents marchés internationaux avaient évolué de façon différente. Et ça veut dire que si vous aviez un portefeuille diversifié internationalement, le risque était quand même beaucoup plus bas. Donc je dirais le fait qu'on ait potentiellement un arrêt ou une diminution de la globalisation, un bouleversement dans le processus de globalisation, pour moi, ça renforce l'importance de la diversification internationale. Il y a quand même fort à parier que différents marchés internationaux soient affectés de façon différente. Donc, plus important que jamais de ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier. Exactement. Okay. Alors, autre chose à dire là-dessus, je dirais d'une manière générale, l'impact de la croissance économique sur les marchés boursiers est moins clair, moins étroit que ce que les gens pensent. C'est-à-dire, je pense que les gens croient en général que la bourse monte quand l'économie va mieux, la bourse baisse quand l'économie va mal. Et évidemment, il y a de ça, mais la connexion est plus complexe que les gens croient. Et moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que oui, l'évolution, la performance des marchés financiers, des marchés d'actions, ça dépend de la performance de l'économie. Mais je dirais que ça dépend aussi beaucoup de facteurs qui sont en partie économiques, rationnels, en partie psychologiques, qui sont liés à... C'est une façon de parler qui est peut-être pas l'air très rigoureuse, mais je pense que c'est la réalité. Est-ce que les gens ont envie d'acheter des actions ou pas ? La confiance des ménages. Okay. La confiance et pour moi, ces aspects qui ont plus à voir avec la demande pour les actions, ça joue un rôle vraiment important dans les fluctuations du marché des actions. Donc l'idée que peut-être les tarifs vont mettre un frein à la croissance et que automatiquement la bourse va baisser, c'est pas une évidence pour moi. Et une autre chose que je voudrais dire et qui m'inquiéterait sur les tarifs douaniers, c'est que pour moi, ça paraît quand même assez clair que les tarifs douaniers, ça se transforme en taxes pour la classe moyenne. La classe moyenne ou les personnes qui ont relativement peu de moyens financiers. Et donc, quand on voit quand même des baisses d'impôts pour les personnes les plus aisées, en tout cas aux États-Unis, indirectement, des taxes pour les classes moyennes ou les classes économiquement plus basses, des gens dans des situations plus difficiles, on se dirige potentiellement quand même vers une augmentation, un renforcement des inégalités, et c'est quelque chose qui m'inquiète. Alors, je suis professeur de finance, je pense que ça va pas surprendre les gens en disant que je suis probablement pas une personne de gauche, certainement pas un communiste, mais quand même, l'augmentation des inégalités, ça m'inquiète, en particulier s'agissant des conséquences politiques, par exemple. Et juste peut-être un dernier point sur finances personnelles pour tous. Est-ce que tu penses qu'il faut démocratiser une telle initiative, que toutes les universités devraient avoir quelque chose de ce type, ou du moins tous les pays, pour qu'on ait une vision de comment fonctionner dans le marché du pays en question ? Alors pour moi, c'est quelque chose qui idéalement devrait être enseigné, à mon avis, au niveau du lycée. Je pense que vraiment ce que je dis aux gens, c'est que, je vais me répéter, mais la finance, c'est compliqué si on veut tout savoir. Okay. C'est compliqué probablement si on veut une carrière dans la finance, mais ce qui fait l'essentiel de la différence, pour moi, c'est assez simple. Donc à mon avis, à peu près n'importe quel adolescent peut comprendre les choses. Donc pour moi, la finance personnelle, ça devrait être enseigné. Alors, je sais qu'il y a des initiatives qui existent, mais plus que ça l'est pour l'instant dans les écoles secondaires, au moins. Les écoles secondaires, les lycées. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on essaie de faire en ce moment avec notre cours de finance personnelle, le promouvoir auprès des écoles secondaires, des lycées. Et on a reçu un courriel il n'y a pas très longtemps d'une enseignante, je crois que c'était en Colombie-Britannique, qui nous a dit qu'elle avait, plus que demandé, qu'elle avait rendu obligatoire pour tous ses étudiants, donc au niveau du lycée, de prendre notre cours. Et donc ça c'est vraiment une des choses qui m'ont fait le plus plaisir, et on essaie de multiplier ce genre d'initiatives. Okay.
niveau lycée, donc avant même que Oui. la personne ait Pour encore ses moi, revenus. parce que tout le monde va pas à l'université. Vraiment, on parle pas de choses qui soient très très compliquées. Alors, une chose quand même que je veux, peut-être ça sera une bonne conclusion, que je veux dire, c'est que ces règles, pour éviter les grandes erreurs en matière de finances personnelles, elles sont simples. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles à suivre. Et j'ai une comparaison qui est, c'est pas quelque chose de moi, j'ai lu ça quelque part, mais c'est une bonne comparaison. C'est un peu comme perdre du poids. Perdre du poids, c'est simple, parce qu'on sait très bien que si on mange moins, si on consomme moins de calories, si on bouge plus, c'est absolument certain qu'on va perdre du poids. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Moi-même, je pense que je devrais perdre du poids. En tout cas, ma femme me le répète souvent. Et je ne le fais pas, ou très peu par rapport à ce que je devrais faire idéalement. Parce que ce que je disais pour perdre du poids, oui, c'est sûr que ça marche, mais il faut un niveau de discipline qui est très... qui est pas facile du tout. Et c'est un peu la même chose en termes de finances personnelles. Ne pas, par exemple, je disais, c'est très important, une des erreurs les plus coûteuses, c'est de vendre quand tout va mal dans les marchés. Parce qu'évidemment, quand on fait ça, on vend quand le marché est proche du point le plus bas. Et c'est quelque chose c'est une règle qui a l'air simple, mais c'est extrêmement difficile quand on a l'impression que le système financier est en train de s'effondrer. C'est extrêmement difficile de ne pas paniquer et de rester concentré sur le long terme, même quand on connaît l'histoire, quand on connaît les règles. Ou rester bien diversifié avec un peu investi comme il le faudrait, c'est-à-dire en investissant un peu partout, un peu dans tous les secteurs économiques. C'est difficile quand vous êtes au milieu d'une bulle financière, quand il y a un enthousiasme délirant pour un certain type de compagnie, un certain type d'investissement. C'est très difficile de garder son calme, de ne pas se retrouver embarqué dans la bulle. Donc c'est un peu la même chose que perdre du poids. Je dirais, gérer ses finances de façon saine, c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est difficile parce que on fait face à au moins deux ennemis. Premier ennemi, c'est probablement le pire, soi-même, parce que la psychologie est simplement pas faite pour aider les gens dans leurs finances personnelles, en particulier les investissements. Et deuxième ennemi, le secteur financier qui, quand vous commettez des erreurs ou au moins certains types d'erreurs, objectivement bénéficie. Ouais. Et du coup, il crée des mécanismes pour... Absolument. Et encore une fois, je suis absolument pas contre le fait que le système financier fasse des profits. Si le système financier faisait des pertes, ça serait bien plus grave. On aurait des problèmes de stabilité financière qui seraient coûteux pour toute l'économie. Mais du point de vue de l'investisseur, c'est pas une raison pour donner plus que le minimum raisonnable au secteur financier. Okay, génial. Merci beaucoup, Benjamin. C'était un plaisir. C'était un réel plaisir. Et j'espère qu'on va pouvoir encourager les auditeurs à aller s'inscrire sur le cours de McGill, Finances personnelles. Je rappelle, c'est ouvert à tous, accessible. Vous cherchez sur Google McGill, Finances personnelles, vous tomberez dessus, c'est totalement gratuit. Génial. Et en plus, on remet un certificat. Absolument. Une attestation, et que les gens, ça m'a fait plaisir aussi, aiment bien, par exemple, afficher sur LinkedIn. Yes. Okay. Génial. Merci beaucoup, Benjamin. À bientôt. On te laisse passer une bonne journée. Au revoir. Au revoir.